Grâce au développement précédent, nous avons appris à récolter les noms des tables composant une base de données externe. Ici, nous allons plus loin. Il est question de récupérer tous les noms des champs d'une table choisis depuis une base de données externe. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur un bouton intitulé « Ouvrir ». Dans la boîte de dialogue standard qui suit, eh bien ma foi, il déploie l'arborescence jusqu'à atteindre des sources pour pouvoir désigner une base de données constituée naturellement de certaines tables, comme pourquoi pas celle-ci, qui permet de facturer les clients depuis un formulaire Access. De retour sur le formulaire, et aussitôt, vous remarquez que tous les noms des tables qui composent cette base sont restitués dans une première zone de liste. Dès lors, lorsque l'utilisateur clique sur l'un de ces noms, il dévoile tous les champs qui composent cette table dans une seconde zone de liste. L'intérêt est de pouvoir connaître automatiquement la structure d'une base de données pour être en mesure de réaliser des extractions chirurgicales à distance. Pour poursuivre le développement, nous devons appuyer l'étude sur les travaux précédents. Et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite depuis le volet de navigation à double-cliquer sur le formulaire F Parcourir pour l'exécuter, ensuite à cliquer sur le bouton Parcourir, même processus que précédemment, eh bien, nous naviguons au travers de l'arborescence pour trouver sur le disque une base de données qui est composée d'un certain nombre de tables, et bien sûr de champs dans ces tables, comme pourquoi pas celle-ci, qui n'était pas forcément le meilleur des choix puisque elle n'est composée que de 2 tables, mais pour la démonstration, elle fera bien l'affaire. Donc, elles sont bien rapatriées dans cette première zone de liste. Naturellement, à ce stade, si vous cliquez sur l'une de ces tables, eh bien les champs qui la composent ne sont pas encore extraits. La première mesure que nous devons prendre consiste à associer une procédure à la première zone de liste pour déclencher l'exécution d'un code VBA au clic sur l'un des noms qu'elle contient. Pour procéder, à gauche du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, et sur le formulaire en conception, de cliquer sur la première zone de liste pour la sélectionner. Comme l'indique sa feuille de propriété, elle se nomme liste table. La seconde se nomme liste champ. Nous resélectionnons donc cette première zone de liste, et dans cette feuille de propriété, je vous propose d'activer maintenant l'onglet événements pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle, liste table underscore cliquez. Vous notez à ce titre et la présence du code du développement précédent consistant à récupérer les informations des tables d'une base de données externe par le biais d'une boîte de dialogue standard. Nous devons maintenant nous intéresser à la déclaration des variables. En réalité, ce sont 3 objets qui sont nécessaires pour piloter une base distante, ces tables, et les champs de ces tables. Donc, dans les bornes de cette nouvelle procédure, je vous propose de procéder à la déclaration, mot-clé dim, d'une première variable, ou plutôt d'un premier objet que nous nommons base, et que nous typons comme un objet database, c'est-à-dire un objet représentant une base de données. Puis, nous avons besoin d'un objet représentant une table au sens large, nous la nommons table, et nous la typons comme un tabledef, donc une table. Et enfin, nous avons besoin d'un objet représentant un champ au sens large, nous le nommons champ, et nous le typons comme un objet de type field, c'est-à-dire un champ au sens large. Ensuite, nous devons initialiser 2 de ces objets pour pointer sur la base de données choisie avec la boîte de dialogue et pour représenter la table cliquée par l'utilisateur dans la première zone de liste. Mais avant cela, je vous propose tout d'abord d'agir sur cette première zone de liste nommée liste champ, sur cette seconde zone de liste nommée liste champ, pardon, autant pour moi, grâce à sa propriété ressource que nous allons réinitialiser sur une chaîne vide. L'objectif est de pouvoir la purger des précédentes potentielles importations de noms de champs des
d'une autre table pour pouvoir accueillir les nouveaux sans les cumuler pour une nouvelle table. Ensuite, nous passons à l'initialisation de nos objets, et puis nous respectons la hiérarchie, donc nous commençons par notre objet base. L'objectif est de le faire pointer sur la base de données choisie par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue. Pour cela, VBA Access offre une fonction tout à fait intéressante que nous connaissons déjà, qui se nomme Open Database, qui permet donc de pointer sur une base de données à définir en paramètres. Et ce nom, grâce au développement précédent, est tout simplement mémorisé dans la zone de texte verticale qui se nomme non-BDD. En l'occurrence, il s'agit de celle-ci, vous voyez qu'elle se nomme bien non-BDD. Donc nous revenons dans notre éditeur de code. Grâce à cette affectation, initialisation, ou instanciation si vous préférez, notre objet base a hérité des propriétés et méthodes pour piloter la base de données définie par l'utilisateur. C'est ainsi que nous allons pouvoir initialiser notre objet table pour pointer sur la table cliquée par l'utilisateur dans cette base externe. En effet, notre objet base, comme vous le constatez, propose maintenant des propriétés et méthodes. Celle qui nous intéresse ici est la collection TableDefs qui par défaut représente toutes les tables de la base. Mais nous allons lui préciser, grâce à son paramètre, quelle est la table sur laquelle nous souhaitons pointer, quelle est la table que nous souhaitons manipuler. Et donc cette information est retenue par notre première zone de liste, liste table.value. Cette propriété value renseigne sur la valeur qui est cliquée par l'utilisateur dans cette zone. L'objet table ainsi initialisé a lui aussi hérité de propriétés et méthodes, mais pour piloter la table, cliquez cette fois. Notamment, il propose la propriété fields qui représente la collection de ces champs. Et c'est elle que nous devons parcourir en impliquant l'objet champ, c'est-à-dire le dernier, celui que nous n'avons pas encore utilisé, dans une boucle for each. Ce que nous faisons donc à la suite du code, nous impliquons notre objet champ pour chaque champ dans la collection des champs, et comme nous l'annoncions, notre objet table propose effectivement désormais la collection fields qui représente l'ensemble des champs qui sont contenus dans cette table. Nous bornons tout de suite notre boucle for each next champ. À chaque passage dans cette boucle, donc à chaque fois qu'un nouveau champ pour cette table cliquée dans cette base externe est analysé, l'objectif est de pouvoir ajouter le nom de ce champ à la suite dans l'énumération de cette zone de liste, donc méthode addItem de notre contrôle liste champ pour ajouter le nom de celui qui est en cours d'analyse, propriété name de notre objet champ qui est ainsi initialisé grâce à cette boucle for each. Pour terminer, car nous avons terminé, et comme il est de coutume, nous devons détruire les objets de programmation à l'issue du traitement, soit lorsqu'ils ne sont plus utilisés pour cela, donc après la boucle for next, nous allons commencer par fermer notre base de données, grâce à la méthode close de notre objet base, et dans l'enchaînement, nous allons détruire chacun de ces objets en les réinitialisant mot-clé set à nothing. Nous le faisons donc pour notre objet champ, nous le faisons pour notre objet table, et nous le faisons pour notre objet base. Ces actions successives ont pour effet, à l'issue du traitement bien entendu une fois encore, de les détruire et donc de libérer la mémoire de l'ordinateur. Nous pouvons tester le code en enregistrant tout d'abord les modifications, en revenant sur notre formulaire, en l'exécutant pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, en cliquant sur le bouton ouvrir pour pouvoir naviguer une fois de plus dans l'arborescence du disque de manière à définir une base de données. Je vais essayer d'être original et d'en trouver une nouvelle, comme pourquoi pas celle-ci. Il s'agit d'une base de données d'évaluation par QCM sur des thèmes informatiques, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, si l'utilisateur, à réception de ces noms de table, clique sur l'un d'entre eux, vous remarquez que la structure de la table distante est aussitôt dévoilée. Tous les noms de ces champs sont rapatriés dans la seconde zone de liste. C'est ainsi que le code VBA Access peut désormais facilement accéder aux ressources d'une base de données inconnue. Voilà donc pour ce nouveau développement VBA Access, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.